Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Titre 1. Des territoires clés pouvant participer, de la sécurité énergétique et de l'autonomie stratégique de la France. Les Outre-mer sont-elles en capacité de contribuer à la sécurité énergétique et à l'autonomie stratégique de la France? Vaste question, diriez-vous. Immense responsabilité pour celui qui emprunte le chemin sinueux, qui mène aux réponses appropriées. Il faut toutefois s'attaquer de front à cette question qui peut de prime abord paraître totalement hors de propos et qui pourtant peut éclairer de nombreux sentiers de nos relations avec la République. Il est certain qu'il y aura un certain bouleversement psychologique dans la façon dont nous percevons les Outre-mer qui par ailleurs gagneraient à être davantage considérés. Malgré leurs atouts et leurs nombreuses contributions à la sécurité nationale et à la bonne régulation du commerce international, les îles sont généralement présentées, quand quelques bureaux parisiens s'en donnent la peine, comme des territoires déficients en matière financière et économique. Naturellement, il n'en est rien et nous avons commencé à le démontrer avec les faits. Mais c'est un discours couramment entendu dans les beaux salons de la capitale. Cette vision éloignée des réalités ne date pas d'aujourd'hui. L'exemple africain est en ce sens très révélateur de cet état d'esprit éloigné des réalités. En effet, sur la cherté supposée des territoires d'outre-mer, on peut revenir sur l'exemple de l'Afrique du Nord. L'équipement d'Etom a permis d'économiser des devises. Par exemple, en 1947, l'Afrique du Nord avait importé pour 123 millions de dollars et exporté seulement pour 5 millions de dollars. Aujourd'hui, des chiffres d'un tel déséquilibre peuvent être observés lors de l'analyse des balances commerciales de nombreux territoires d'outre-mer, comme Mayotte où les importations s'élèvent à 112,7 millions d'euros, essentiellement de la métropole, contre seulement 1,2 million d'euros d'exportation. Après la Seconde Guerre mondiale, le ministre des Finances obtint des réductions de crédits d'équipement, les TOM en subirent les contre-coups plus que la métropole. En novembre 1948, la Commission des investissements inscrivait 50 milliards de francs. En décembre, il ne restait plus que 20 milliards. Monnaie qui s'était bien battue pour la métropole avait été moins claire pour les TOM. De tout temps, le traitement des Outre-mer dans les politiques publiques, à commencer par le travail législatif, a souvent été lacunaire. Il en est ainsi des études d'impact les concernant qui sont souvent parcellaires, voire inexistantes dans de nombreux projets de loi qui les renvoient encore trop souvent à des ordonnances spécifiques rarement prises dans les délais, compte tenu de leur accumulation au gré des textes adoptés par le Parlement. Cette méconnaissance des réalités ultramarines provoque parfois des réactions inattendues, mais qui sont révélatrices d'une certaine conception des Outre-mer. Il en était ainsi des réactions des non-spécialistes des TOM à la Commission des investissements. Blocklen demandait: dans quelle mesure les TOM avaient-ils droit à la répartition de la contrepartie du plan Marshall? Sans doute, était-ce une demande d'information mais n'exprimait-il pas aussi une réticence envers l'égalité de développement des TOM par rapport à la métropole? Les hommes des TOM répondaient qu'il était indispensable d'équiper les TOM pour des raisons politiques et économiques. C'est dans de telles conditions, en 1945, que la France décide de garantir son indépendance énergétique. Au milieu des années 1960, la France décide de sortir du charbon, ce qu'elle fait jusqu'au début des années 2000. L'électricité nucléaire devient dominante. Notre réflexion s'attachera à analyser la place des ressources gazières et pétrolières présentes ou supposées comme telles en Outre-mer. C'est une direction essentielle qui nous permettra de voir sous un nouveau jour la place réelle des Outre-mer dans l'économie de la nation. L'histoire nous a montré que le choix stratégique de l'indépendance énergétique demeure essentiel, car l'augmentation de la demande des pays émergents va dépasser notre propre demande et nos arguments de négociation seront limités. En même temps, la crise économique nous enjoint de développer des activités industrielles où nos industries seront compétitives et exportatrices. Cela est d'autant plus important quand l'on observe que la logistique pétrolière n'est pas régulée, comme peuvent l'être les réseaux électriques ou gaziers. Les systèmes électriques sont conçus pour pouvoir à tout moment pallier une défaillance d'un ouvrage majeur. Le système pétrolier, totalement libéralisé, n'assure pas le fonctionnement d'une logistique minimale en cas de crise. C'est la raison pour laquelle la sécurisation des approvisionnements énergétiques est primordiale.
L'outre-mer française avec ses immenses zones économiques exclusives qui recèlent de nombreuses potentialités énergétiques apparaît, dès lors, comme un enjeu majeur pour la nation. En effet, nous devons observer que l'enjeu de la maîtrise des mers pour des puissances comme la France est double, politique et économique. Le contrôle des espaces maritimes est, et a toujours été une des clés de la puissance et de l'influence de la France sur la scène internationale. Dès lors, le contrôle des mers et des océans est à la fois un honneur et une immense responsabilité qui incombe aux États comme la France. Oui, c'est un honneur et une chance car cet espace maritime est aussi un lieu du continuum sécurité-défense, vital à la protection directe du territoire français et de ses ressortissants. L'enjeu économique se situe dans le contrôle des océans dans leur volume, c'est-à-dire la protection des ressources halieutiques, minières, gazières et pétrolières. La diversité de ces missions nécessite, dans un contexte budgétaire contraint, une polyvalence des capacités d'intervention en mer. La préoccupation énergétique ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale en ce sens que les stocks stratégiques pétroliers ont en France été constitués au sortir de la Première Guerre mondiale. Georges Clemenceau écrivait déjà au président Wilson dans un télégramme de 1917 que, si les Alliés ne voulaient pas perdre la guerre, il fallait que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède à accent circonflexe T l'essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. Ainsi, les réserves stratégiques sont donc au départ d'inspiration militaire. Les stocks doivent servir à faire rouler les tanks, voler les avions et faire fonctionner l'économie de guerre en cas de conflit. Toutefois, et avec le temps, la nature des réserves a sensiblement évolué. Car les prévisions relatives aux ressources mondiales disponibles dans les années 1960 font apparaître la perspective inquiétante de la fin des ressources carbonées fossiles, puis dans les années 1980 la prise de conscience de l'impact de la consommation de ces mêmes combustibles sur le climat de notre planète. De nos jours, la France est soumise à des obligations de stockage de produits pétroliers liées à ses engagements internationaux au titre de membre de l'EI et de l'Union européenne. Jusqu'à présent, ces stocks ont servi le plus souvent à gérer des crises d'approvisionnement pétrolier d'ampleur nationale provoquées par des conflits sociaux. Dans le cadre de l'EI, les stocks stratégiques ont été utilisés à 2 reprises, lors du début de la Première Guerre du Golfe en 1991 et fin 2005 suite aux dégâts causés par l'ouragan Katrina. L'énergie est au cœur des relations internationales. C'est la raison pour laquelle les stocks stratégiques internationaux ont été conçus au milieu des années 1970 comme un contrepoids à l'utilisation du pétrole comme arme politique par les pays de l'OPEP. La doctrine d'alors se rapprochait de celle de la dissuasion nucléaire. Les stocks ne sont pas là pour être utilisés, mais pour prévenir toute tentative d'utiliser aux dépens des pays de l'OCDE le robinet pétrolier. Maintenant que le décor est planté, il convient dès lors de s'intéresser plus précisément à la place des Outre-mer et notamment des territoires français du sud-ouest de l'océan Indien dans cette course nationale et internationale aux énergies. S'agissant des territoires qui intéressent la présente étude, l'on observe, à titre illustratif, que la place de l'océan Indien dans l'économie mondiale devient prépondérante avec l'essor du sud de l'Asie et de l'Inde. Sa sensibilité stratégique apparaît chaque jour davantage. Bordée par la principale réserve mondiale d'hydrocarbures, la zone sud de l'océan Indien sert de vecteur au transport maritime pétrolier. La présence française dans la région est d'autant plus importante que 50% de ce transport transite chaque année du golfe Persique vers le Cap par le canal du Mozambique. Elle est également traversée par les routes des porte-conteneurs vers l'Asie que sont Malacca-Suez et Malacca-Le Cap, vitales pour les échanges mondiaux. Par ailleurs, il faut noter avec attention que les territoires français de l'océan Indien sont aussi au sud des principales routes mondiales du commerce et de l'énergie. Mais cette région peut aussi être l'un des tremplins pour participer aux affaires asiatiques, alors que le centre géopolitique du monde tend à se repositionner tout à l'est du Rhineland, en Asie du Sud-Est. Cependant, le constat le plus déterminant pour notre réflexion est que l'insularité qui caractérise les possessions françaises de l'océan Indien confère à la France une zone économique exclusive dans la région de 2,7 millions de km², soit environ un quart du domaine maritime français et 9 fois la zone métropolitaine. Ce domaine est loin d'être monolithique. En effet, la présence française peut se scinder en 2 sous-ensembles géographiques différenciés.
une partie nord qui est en regard de l'Afrique et de Madagascar, une partie sud qui est baignée de sa proximité avec l'Antarctique. Qui plus est, cette région possède des dimensions relativement importantes puisqu'elle s'étend d'un axe nord-sud de 3000 km et s'étire en largeur sur 2000 km. C'est presque l'ampleur du territoire des États-Unis en Amérique du Nord, hors Alaska. C'est un domaine relativement étendu, qui donne à la nation de très nombreuses latitudes économiques. Un domaine dans lequel la prospection pétrolière offshore est aujourd'hui bien engagée. Un petit clin d'œil au département français des Amériques nous montre que les choses sont d'ailleurs bien plus avancées. Il est vrai que le département de la Guyane a inauguré un état de fait. En 2019, la France sera pays producteur de pétrole. Les réserves pétrolières de cette France d'Amérique du Sud ne sont pas encore totalement délimitées et estimées. Mais c'est un grand pas vers un nouveau statut international pour la France. C'est également un début extrêmement encourageant, car c'est dans l'océan Indien que les plus grandes réserves de ressources seraient à découvrir. L'avenir offrira donc le choix d'exploiter ces ressources. Partant de là, le sel de la valeur ajoutée des industries réside dans la transformation des ressources primaires, ce qui nécessitera de grandes quantités d'énergie dans une zone où le secteur industriel français n'est pas ou peu développé. Si notre pays se donne les moyens de ses ambitions, il a absolument tous les ingrédients nécessaires pour être en pointe dans le domaine de l'économie bleue. Ses possessions régionales sont positionnées face à une grande partie des détroits du Rhineland, le Cap, Suez, Bab el-Mandeb, Ormuz, Malacca et la Sonde. Autant dire que ces positions sont enviées par bon nombre de puissances mondiales. Elles confèrent aussi à la nation une grande responsabilité internationale, car ce n'est pas une mince position stratégique que d'être à proximité de ces points-là qui, s'ils venaient à être coupés, pourraient alors perturber l'écoulement des flux maritimes, ce qui perturberait grandement l'économie mondiale. Nous connaissons aujourd'hui les batailles militaires ou diplomatiques menées avec succès par notre pays, pour conserver une présence dans la région. Le territoire national de l'océan Indien est vaste, nous l'avons vu. S'il fallait trouver au moins une unité à ce territoire, alors cela pourrait être l'exploitation de ces ressources fossiles. Plusieurs îles recèleraient, par leur zone économique exclusive, de grandes réserves d'hydrocarbures et de minéraux. Les travaux de prospection vont bon train. La présence d'hydrocarbures en zone française n'étant plus remise en cause, il faut maintenant organiser matériellement la mise en valeur de ces ressources dont la plus-value de l'industrie se réalise dans la transformation des matières premières. Ce qui revient à rechercher un lieu pour cette transformation, et ce lieu est tout trouvé, c'est la Réunion. L'île posséderait suffisamment de place et d'énergie pour mener à bien ce projet. De plus, elle a vocation à être le centre de gravité des territoires français de l'océan Indien. Cette position n'est pas antagonique à la mise en place d'une mutualisation des rôles et des moyens avec les autres territoires français de la région, à l'image du dispositif commun de défense déjà opérationnel ou encore de celui de la santé, AROI. Les Outre-mer seraient-elles en train de laver l'affront qui leur est fait depuis plusieurs générations ? Accusées à tort d'être des gouffres financiers, elles révèlent chaque jour à la nation et au monde leurs énormes richesses. Ces accusations ont au moins un mérite. Elles mettent en évidence l'idée sous-jacente d'un investissement pour l'avenir, fait à l'endroit des Outre-mer. Un pari énergétique. Il en est ainsi de la Nouvelle-Calédonie. En effet, dans cette région du Pacifique et ce, depuis ces dernières années, les Australiens et les Néo-Zélandais ont confirmé dans les eaux de leur zone économique exclusive l'existence de zones de production pétrolière. Aussi bien dans le bassin de Taravais en Nouvelle-Zélande que dans ceux de Gippsland en Tasmanie et la province Easterna Australia Basin, dans le Queensland. Voilà donc une autre région ultramarine qui offre de quoi stimuler l'appétit féroce des multinationales pétrolières. Par exemple, l'an dernier le groupe Shell en Nouvelle-Zélande annonçait son intention de mener des explorations de pétrole et de gaz dans la région. Plus précisément dans le bassin de la Nouvelle-Calédonie, partie intégrante de la ZEE néo-zélandaise. Toutefois, cet intérêt pour le pétrole calédonien ne date pas d'aujourd'hui. On observe en effet que, depuis le début des années 1970, le potentiel pétrolier néo-calédonien attire également l'intérêt de ces compagnies. Mais au contraire de ses voisins,
La Nouvelle-Calédonie dispose de peu de données géophysiques de son domaine maritime profond. Il s'agit d'une lacune que les autorités tentent de corriger, depuis 2009, en vue d'accélérer l'exploitation des ressources pétrolières avec le lancement d'une campagne de recherche d'hydrocarbures afin de collecter un maximum de données. Objectif : pousser ces compagnies pétrolières à venir en Nouvelle-Calédonie afin de mener leur propre travail d'identification de zones de ressources pétrolières ou gazières dans la ZEE. Les Calédoniens souhaitent aller plus loin et plus vite. Leur gouvernement étant compétent en matière énergétique, celui-ci prépare une nouvelle étape, celle de la réalisation d'un cadre juridique ouvrant la porte aux industriels pour l'exploration des grands fonds marins mais aussi leur prospection. Toutes ces découvertes sont le fruit d'un travail de longue haleine. Un pari sur l'avenir. Un pari énergétique sur les Outre-mer qui est aujourd'hui en passe d'être gagné par la République. En effet, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe cherchant à sécuriser ses approvisionnements en matériaux stratégiques voit dans les Outre-mer une chance inouïe pour sa stabilité. La création du statut de région ultrapériphérique, RUP, de l'Union européenne ou de pays et territoires d'outre-mer PTOM, dans les traités, n'est d'ailleurs pas totalement déconnecté de cette réalité. Car pour l'essentiel, ces territoires ne souffrent d'aucune revendication territoriale de la part d'un autre État. Du temps de l'Empire colonial, on pouvait observer que les grands projets de développement ne manquaient pas. Les conceptions stratégiques sur la place des territoires d'outre-mer non plus. Les militaires français se prenaient à rêver de créer en Afrique du Nord et en Afrique noire des bases industrielles puissantes sur les ressources minérales. Nombre de ces projets sont malheureusement restés à l'état de croquis. L'Afrique du Nord faisait l'objet de projets extrêmement ambitieux. L'analyse montre que, s'agissant du Maroc avec l'idée de création d'une zone d'organisation industrielle africaine en 1952, les Américains insistent sur 2 points. L'augmentation du niveau de vie des populations, l'approvisionnement en matériaux stratégiques de l'Occident en relation avec l'installation des bases stratégiques américaines au Maroc. Toutes ces ambitions, tous ces territoires d'outre-mer faisaient d'ailleurs dire au général de Gaulle « Maintenant, l'avenir est devant nous, et l'avenir est digne de nous. » Partout où j'ai eu l'occasion de passer, depuis qu'il a fallu reprendre en main les destinées du pays, je me suis aperçu qu'il y avait un nombre immense d'hommes, en France bien sûr, mais au loin aussi, en Afrique noire, à Madagascar, en Algérie, dans les Antilles et même dans les terres du Pacifique, un nombre immense d'hommes et de femmes qui croient en la France, qui ont besoin d'elle et qui le lui disent. 36. L'expression de cette France plurielle a l'élégance de donner une image plus fidèle de notre pays à travers les mers et les océans. Dans le monde, la course aux ressources est féroce car pour l'énergie, et de façon planétaire, cette priorité prend le pas sur les impératifs climatiques. Il suffit de constater le faible impact de la réunion 2011, à Durban, qui a fait suite à celle de Copenhague. La conférence de Paris sur le climat COP21, du 30 novembre au 12 décembre 2015, s'était donné beaucoup d'ambition. Nous formons le vœu que l'accord obtenu le 12 décembre 2015 puisse faire l'objet d'une mise en œuvre cohérente, à la hauteur des enjeux. Toutefois, force est de constater que la croissance des pays émergents a besoin de toujours plus d'énergie. De nombreux doutes subsistent alors sur la réelle volonté des différentes parties de mettre en œuvre un tel accord. La responsabilité de tous est pourtant engagée devant l'avenir de la planète. À l'échelle des Outre-mer, il convient à présent de revenir en détail sur les territoires du sud-ouest de l'océan Indien pour mesurer leur contribution potentielle ou effective à la sécurité énergétique et à l'autonomie stratégique de la France. Une brève présentation des territoires est rendue nécessaire pour que chacun puisse se remémorer les vrais enjeux. Nous commencerons par le plus jeune département français de la région. Chapitre 1 Mayotte, fidèle sentinelle de la France, dans le canal du Mozambique. Dans l'ensemble des régions d'outre-mer, ayant une relation particulière avec un des États membres de l'Union européenne, le département de Mayotte est aujourd'hui le seul territoire faisant l'objet d'un différend territorial avec un État étranger. Il est important de rappeler certains faits maintes fois exposés, mais qui échappent souvent à de nombreux observateurs non initiés à l'histoire de la sous-région. Rappelons en effet que s'agissant de Mayotte, le traité de cession de l'île à la France signé en 1841 était on ne peut plus clair.
Le souverain de Mayotte a cédé en toute propriété l'île de Mayotte à la France plus de 100 années avant la création de la collectivité territoriale des Comores par la France en 1946. Par ailleurs, les statuts de ladite collectivité n'ont jamais remis en cause l'appartenance de Mayotte à la France, laquelle appartenance a toujours été plébiscitée par les Mahorais eux-mêmes dans les urnes depuis 1974. Cette contestation incomprise et incompréhensible, basée sur une législation onusienne aux contours flous, n'a jamais fait obstacle par ailleurs aux nombreuses évolutions internes du statut de l'île aujourd'hui érigée en département d'outre-mer et reconnue par l'Union européenne par la transformation du territoire en région ultrapériphérique au 1er janvier 2014. Si en 1975 la position de Mayotte n'était guère confortable au sein de la France, dans la région et dans le monde, elle est aujourd'hui beaucoup plus solidement assise sur la double évolution statutaire évoquée plus haut. Par ailleurs, si on cherche bien les motifs du maintien de Mayotte dans la République, on peut aussi concevoir qu'on ait pu penser que ce territoire, inexploité à ce jour, n'était pas pour autant sans valeur future. Devant les surprises que nous réserve l'histoire, il convient en effet de ne pas insulter l'avenir. Nul ne peut dire aujourd'hui avec certitude que Mayotte ne représentera pas un intérêt particulier à l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui le détachement de la Légion étrangère de Mayotte, DLEM, qui assure déjà la protection des îles éparses et assure la souveraineté française sur ces territoires hautement stratégiques. L'avenir, c'est la zone économique exclusive de Mayotte qui pourrait révéler, dans les années à venir, des ressources en hydrocarbures d'une ampleur insoupçonnée. L'avenir, c'est une fenêtre de la France et une porte de l'Union européenne qui s'ouvre sur l'océan Indien, avec une jeunesse qui souhaite contribuer plus que jamais au développement de la région. Oui, on aurait bien tort d'insulter l'avenir s'agissant de l'intérêt stratégique du département de Mayotte. Aujourd'hui, toutes les théories fumeuses sur l'inutilité de ce territoire sont totalement récusées par des faits géologiques et stratégiques incontestables. En outre, la revendication comorienne perd chaque jour en crédibilité. Personne n'imagine plus sérieusement l'intégration de Mayotte à l'Union des Comores qui se discrédite elle-même, sans l'aide de quiconque, sur cette question par des décisions surprenantes, voire irréalistes. Il en est ainsi de la décision du ministère comorien des Transports d'imposer une taxe internationale à la compagnie aérienne comorienne Interilair s'agissant de ses vols entre l'Union des Comores et le département de Mayotte. En effet, la compagnie payait depuis sa création en 2008 une taxe domestique nettement plus avantageuse. Les autorités comoriennes ont maintenu la pression et, à contrario, la compagnie Interilair estime que faire payer des taxes internationales pour des vols à destination ou en provenance de Mayotte n'est pas conforme à la constitution comorienne qui considère que Mayotte fait partie de l'Union des Comores. Même si, finalement, une solution pragmatique a été trouvée, cet imbroglio économico-diplomatique souligne à nouveau les nombreuses contradictions de l'Union des Comores sur la question de Mayotte. Les Mahorais restent fermes sur leur volonté de demeurer français. Le président de la République en visite à Mayotte en août 2014 s'est adressé en ces termes aux Mahorais. Au-delà de ma personne, vous êtes venus rappeler votre attachement indéfectible à la France et à la République, dont vous êtes partie intégrante, dont vous êtes une chance, un atout pour son avenir. À chaque consultation, chaque fois que Mayotte a été interrogée sur son avenir, ce fut toujours la même réponse. Oui à la France, oui à la République. En outre, il a rappelé à la population, pendant des années, des décennies, vous vous êtes battus les uns avec les autres, non pas pour une lutte entre vous, mais pour le plus juste combat qui soit, la plus juste cause, la départementalisation. Par ailleurs, en juin 2015, le Premier ministre Manuel Valls a déclaré que Mayotte avait fait le choix de la France. Personne ne reviendra là-dessus. Cette décision démocratique, prise en 1976 par référendum, est irrévocable. Après plusieurs formes institutionnelles, Mayotte fait partie des départements d'outre-mer et figure comme tel dans l'article 73 de la Constitution. En une phrase, Mayotte, c'est pleinement la France et la France, c'est pleinement Mayotte. 44. Les aspects institutionnels étant clairement établis, il convient à présent d'évoquer brièvement la situation géostratégique de l'archipel de Mayotte qui est intéressante à plus d'un titre. Section 1. Grâce à sa situation géographique privilégiée. Dans un rapport effectué à l'approche de la départementalisation de l'île,
Le Sénat rappelle que Mayotte est composée de 2 îles principales, Basse-Terre et Grande-Terre, situées dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar, et d'une trentaine de petits îlots disséminés dans un lagon de plus de 1500 km². Elle se situe à moins de 70 km de l'île d'Anjouan, une des 3 autres îles de l'archipel des Comores. Le même rapport indique en outre que les autres voisins de Mayotte sont la Tanzanie et le Mozambique, sur le continent africain, et Madagascar, dont les côtes les plus proches se situent à 350 km des côtes mahoraises. Située en plein milieu du canal du Mozambique, Mayotte flotte dans cette région que d'aucuns présentent comme la future mer du Nord en puissance, avec un potentiel de production de gaz qui ferait passer le Mozambique du top 13 au top 5. Il apparaît également que 4 grosses découvertes de gaz au monde sur 5 en 2013 étaient au Mozambique. On constate que les investissements français sont minimes en 2013, loin derrière les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Inde ou la Norvège. Dans de telles circonstances, Mayotte se révèle être un territoire dont l'avenir se jouera entre la côte est africaine et Madagascar. Avec sa double évolution statutaire, il est permis de dire aujourd'hui que, plus largement, grâce à cette intégration de Mayotte, le droit de la mer va consacrer l'exercice par l'État français de droits souverains sur plus de 11 millions de km² d'espace maritime, plaçant la France à la tête du 2e plus grand État océanique du monde, après les USA. Pour veiller et surveiller ce domaine maritime conséquent, la France dispose à Mayotte et à La Réunion de moyens de défense significatifs pour assurer sa souveraineté et la conservation de ses ressources maritimes. Section 2. Une île aux discrètes forces armées prépositionnées sur le territoire. Le détachement de la Légion étrangère de Mayotte, DLEM, est composé d'environ 282 hommes, dont 162 environ sont des personnels en mission courte durée. Cette force prépositionnée sur le rocher de Dzaoudzi est une composante des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, abrégée en FAZSOI, qui désigne les unités de l'armée française stationnées à La Réunion et à Mayotte, constituant ainsi la zone de défense correspondante. Par ailleurs, le département de Mayotte abrite une importante présence de militaires de la gendarmerie nationale dont le commandement, fort de 170 militaires, est constitué d'un état-major, de 5 brigades territoriales, d'un peloton de surveillance et d'intervention, d'une section de recherche, d'une brigade de gendarmerie de transports aériens, d'une brigade nautique et d'une section aérienne. Tous les 3 mois, les effectifs sont renforcés par un escadron de gendarmerie mobile à 86 personnels. Le 13 juin 2015, en visite à Mayotte, le Premier ministre Manuel Valls a décidé d'affecter un peloton de gendarmerie supplémentaire à Mayotte, qui était attendu dès le mois d'août 2015. En outre, à la faveur de ses vœux à la gendarmerie nationale, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a annoncé en janvier 2016 la création d'une antenne régionale du GIGN à Mayotte. Il s'agit pour le ministre de renforcer la lutte contre le terrorisme dans ce département, qui était jusqu'ici la seule région française dépourvue d'une telle organisation militaire. Mais naturellement, cette mission de lutte contre le terrorisme ne saurait être exclusive de toute autre mission de gendarmerie et donc de défense dans une zone confrontée, on le sait, à bien d'autres enjeux de sécurité. D'autres éléments de la force publique assurent la souveraineté de la France dans les eaux territoriales de Mayotte. Il en est ainsi de la police aux frontières, qui assure la surveillance de la circulation transfrontalière à l'aéroport de Pamandzi et au port de Dzaoudzi, et participe à la sécurité des moyens de transport internationaux. La PAF lutte contre les infractions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ainsi que celles concernant la fraude documentaire, le travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans titre de séjour. La police aux frontières est également chargée de la surveillance et de la gestion du centre de rétention administrative, de la zone d'attente et de l'exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Un rapport sénatorial indique que les effectifs de la police aux frontières de Mayotte s'élèvent à 133 fonctionnaires au 1er janvier 2008, contre 71 au 1er janvier 2005. Ces effectifs ont connu des évolutions significatives ces dernières années, compte tenu de la constante augmentation de la pression migratoire. À l'occasion d'une visite à Mayotte en 2015, le Premier ministre a également indiqué que
Les effectifs de la police aux frontières seraient donc renforcés de 44 agents afin d'assurer efficacement le fonctionnement du nouveau centre de rétention administrative, qui ouvrira à Itamphin en septembre 2015. Nous indiquerons par ailleurs que la police aux frontières a été équipée de vedettes adaptées aux spécificités de la poursuite et de l'interception des embarcations des migrants clandestins. Une première vedette d'interception a été livrée en 2005, une seconde en mars 2007, en remplacement d'une vedette réformée, et 2 nouvelles vedettes ont été reçues par la PAF de Mayotte au cours du premier semestre 2008. La souveraineté de la France sur le département de Mayotte est également assurée par les moyens maritimes des douanes et de la gendarmerie, qui ont également été modernisés. Une brigade nautique de la gendarmerie a été créée le 1er septembre 2004. Elle a été dotée d'une vedette d'interception début 2007. Une vedette de la gendarmerie maritime, le Verdon, est opérationnelle depuis 2005. D'autres moyens humains et matériels, radars, véhicules, etc., ont été alloués ces dernières années, sans toutefois être totalement en cohérence avec l'ampleur du phénomène migratoire. Cette présentation non exhaustive, car déjà rappelée par ailleurs, permet cependant d'avoir une vision globale de la présence militaire française à Mayotte. Il est bien entendu que Mayotte et La Réunion forment toutes deux une base de défense commune, qui permet d'allouer des moyens à l'un ou l'autre territoire en fonction des besoins. Ceci étant dit, il est maintenant temps de s'intéresser au cœur du sujet de la présente étude, l'énergie, en commençant par nous pencher sur la situation singulière du département de Mayotte. Section 3. Une géographie qui accrédite la présence de produits énergétiques compte tenu de la proximité de l'île avec Madagascar et la pétrolifère côte est africaine. Les pays riverains de Mayotte se sont lancés dans une folle course aux énergies. Partout, les États et les multinationales pourchassent les hydrocarbures où qu'ils se trouvent, sur terre comme en mer. Depuis les côtes africaines jusqu'à Madagascar en passant par l'Union des Comores. Partout, des travaux de prospection voient le jour et s'intensifient. Les premières études accréditent, sans surprise, la présence de matières énergétiques dans la région car, compte tenu des données déjà disponibles depuis plusieurs décennies, on peut légitimement envisager des soupçons quant à la présence de gisements de pétrole à l'ouest de Madagascar. C'est ainsi que la frontière maritime entre le département de Mayotte et l'Union des Comores, encore indéfinie, fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. La perspective d'une découverte pétrolifère dans la zone économique exclusive de Mayotte fait réagir l'État qui souhaite trouver un accord avec l'Union des Comores sur la délimitation des frontières. Il faut espérer que la vieille revendication comorienne sur Mayotte ne va pas empoisonner les débats. Comme nous l'avons vu plus en amont, la France sera prochainement productrice de pétrole grâce à la Guyane. Elle tient à son indépendance énergétique. Elle devrait encore consentir un certain nombre d'investissements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.